dans quelques secondes le grand débat politique avec les représentants des 4 forces qui composent l'Assemblée nationale. Mais d'abord, on en parlait face à une Assemblée divisée en 4. Comment gouverner une coalition est-elle possible? On voit ça avec Jérôme Rabier. À peine les résultats connus et la première place rapidement célébrée à gauche, les regards se sont tournés vers l'avenir et la constitution d'une hypothétique majorité avec un fort degré d'incertitude. Nous avons besoin de constituer une majorité sociologique qui accompagne cette victoire. Nous n'avons pas la majorité absolue. Nous ne sommes pas dans une situation de confort total. Nous avons besoin d'aller chercher semaine après semaine les Françaises et les Français. Un discours qu'il faudra accorder entre alliés du nouveau Front populaire, LFI ayant insisté sur la fin du macronisme et donc l'impossibilité de s'allier avec ses députés. Des députés du bloc central qui constituent tout de même la deuxième force de la future Assemblée et que Gabriel Attal espère conduire vers une nouvelle étape. Il faudra inventer quelque chose de neuf, de grand, d'utile. Pour cela, nous devrons assumer de tout remettre en question. Dès demain, notre espace politique devra se mettre au travail pour bâtir une offre politique nouvelle, penser toujours et avant tout aux Français, à leur vie, et incarner à nouveau l'espoir pour eux. Une position là encore qui sera à discuter à plusieurs, Édouard Philippe ayant lui aussi placé ses pions pour la suite en ouvrant son appel aux forces des LR qui n'ont pas suivi Éric Ciotti, mais la droite tentera de jouer une partition indépendante. Le en même temps est mort ce soir. Et tous ceux qui voudront le prolonger dans le dos des électeurs seront discrédités demain. Ma conviction, c'est que la France ne pourra se relever que dans la clarté. Et pour nous, il n'y aura ni coalition, ni compromission. Une absence de coalition qui risque de plonger le pays dans l'incertitude pour encore quelques jours, semaines ou même des mois, aux grandes dames du Rassemblement national qui a échoué à conquérir une majorité. La France se voit privée d'une majorité, d'un gouvernement pour agir et donc d'un cap clair pour redresser la France. Le Rassemblement national incarne plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe. Fort de plus de 140 députés, le RN et ses alliés continueront de jouer le rôle de premier opposant à l'Assemblée, une Assemblée qui saura qu'il y ait accord de coalition ou non, sous la menace d'une nouvelle dissolution dans un an. Et c'est l'heure de notre grand débat politique. 4 invités qui représentent les 4 forces de l'Assemblée. Mathieu Vallée, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député européen du Rassemblement national. Sébastien Vincini, bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous présidez le conseil départemental de la Haute-Garonne et vous êtes le secrétaire national du Parti socialiste. Vous représentez le nouveau Front populaire. François Patria, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous, sénateur de la Côte-d'Or, président du groupe RDPI Renaissance. Ici au Sénat, vous représentez ensemble la coalition du camp présidentiel et Stéphane Le Rudulier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Avant de parler du visage de cette nouvelle Assemblée et de savoir si elle est gouvernable ou pas, je vais vous faire réagir chacun, si vous voulez bien, aux résultats de votre camp. On va commencer par vous. Les vainqueurs, Sébastien Vincini, le nouveau Front populaire est donc majoritaire, en majorité relative, mais majoritaire quand même. Ça a été une surprise pour vous hier soir? Ça a d'abord été un soulagement de voir que d'abord la gauche avait réussi à se dépasser, à s'unir en bâtissant le nouveau Front populaire et puis ensuite en appelant à un nouveau Front républicain et de voir que les électrices et les électeurs ont fait ce choix, ont fait le choix de faire barrage à l'extrême droite et évidemment aussi de clarifier finalement, c'était l'appel d'Emmanuel Macron, il voulait une clarification, il y en a une, c'est une situation inédite, il n'y a pas de majorité absolue, il va falloir se laisser aussi donner du temps au temps pour apaiser, réconcilier, faire de la politique autrement. Je pense que c'est ce qui ont exprimé nos concitoyens hier. François Patria, les candidats du camp présidentiel ensemble forment le deuxième bloc de l'Assemblée nationale. Ça a été quoi, un soulagement pour vous de voir qu'ensemble a mieux résisté qu'annoncé? Bon, ne nous leurrons pas, parce que c'est quand même pas un succès, que les choses soient claires. Il faut beaucoup d'humilité ce matin devant le choix des Français. La question qu'a posée le chef de l'État, c'est voulez-vous, oui ou non, un gouvernement du Front National, demain, du Rassemblement National? Les Français ont répondu très massivement, c'est en quoi il a eu raison d'appeler les Français à voter. On n'a jamais vu depuis 40 ans un tel score de participation. Donc, déjà, premièrement, les Français ont répondu massivement. En second lieu, ils ont massivement, très massivement, répondu qu'ils ne voulaient pas du RN au pouvoir en France. Troisièmement, ils ont dit « parlez-vous ».
un scrutin un peu, c'est vrai, c'est une situation inédite, mais qui appelle aujourd'hui à trouver une coalition à l'allemande. Je pense que c'est vers ça qu'on va se tourner demain. Mathieu Vallet, les résultats du Rassemblement national. Alors certes, vous allez me dire que c'est la première fois que vous avez un groupe aussi important, mais quand même, est-ce que c'est pas une déception pour vous, un échec au vu de ce qu'annonçait le premier tour? Si vous faites la réponse avant que je puisse répondre, ça va être compliqué. Mais d'abord, on a fait près de 10 millions de voix quand même hier. Le Nouveau Front Populaire en a fait 6,5 millions, ensemble 6 millions. Donc effectivement, on est premier dans les résultats des pourcentages des Français, mais troisième en termes de force politique. Et donc, on va être une opposition constructive, une opposition qui va continuer à voter les textes dans l'intérêt général et à aussi défendre les convictions et les positions que les Françaises et les Français dans le pays majoritairement nous donnent, puisque presque 10 millions de voix, c'est pas hasardeux, si j'ose dire, et M. Patria disait qu'ils ont largement dit qu'ils ne voulaient pas de nous. Le nombre d'électeurs disent le contraire, et c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Si vous me le permettez, madame, l'ancien policier que je suis a une pensée pour ce CRS à Nantes qui a été brûlé au second degré par un cocktail Molotov issu des Antifas, et tous les heurts qu'il y a eu place de la République à Paris, à Nantes, dans d'autres villes en France, doivent nous interroger. Dans le nouveau Front Populaire qui veut enlever les lanceurs de balles de défense et les grenades aux forces de l'ordre, c'est ce qui leur permettait jusqu'à présent de se protéger de ces Antifas qui veulent les brûler vifs, et donc il va y avoir rapidement des sujets. Claironner une éventuelle victoire, c'est bien, sauf que demain, c'est les Français, notamment les forces de l'ordre, qui vont trinquer, et donc j'espère qu'ils pourront continuer à nous protéger, notamment les manifestants pacifiques, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le sujet, c'est les fonds de programme qui, à mon sens, n'ont pas été assez évoqués durant cette campagne. On va revenir sur vos programmes, et je vais vous laisser débattre de vos programmes, mais honnêtement, il n'y avait pas de déception hier dans le camp du Rassemblement national? Non, parce que on a fait presque 10 millions de voix. Après, c'est le système de la majorité absolue à 2 tours, et honnêtement, on s'est battu, on a eu quand même... Vous attendiez à être le 3e bloc? Non, on aurait voulu une majorité absolue, bien sûr, mais il y a toujours à redire. Mais par contre, je ne vais pas vous vanter une histoire qui n'est pas celle qu'on a vécue hier soir. Moi, j'étais hier, pendant 1 heure avant, aux côtés de Marine Le Pen et Jordan Bardella dans le QG, dans le bois de Vincennes. Et donc, j'étais bien présent, vous n'y étiez pas. Donc, je peux dire que, effectivement, on souhaitait une majorité absolue. Maintenant, on va continuer à travailler, on va continuer à défendre les Françaises et les Français, on va continuer à défendre des convictions qui ne sont pas celles caricaturales qu'ont voulu faire de nous les adversaires. Et on continuera peut-être avec plus de pédagogie, mieux les expliquer et peut-être, effectivement, à revoir certaines choses. Stéphane Le Rudulier, les LR qui sont donc le 4e bloc, alors moins important que les 3 autres, mais quand même les Républicains qui sauvent leur groupe. C'est quoi? C'est du soulagement chez vous aussi hier soir? Soulagement et surtout satisfaction. On voit que nos candidats, grâce je pense à l'ancrage territorial, au travail de terrain, ont mieux fait que résister, puisqu'on a même une légère évolution par rapport à 2012. C'est la première fois qu'il y a un léger rebond pour la droite républicaine. Je m'en réjouis. Par rapport à 2022. Par rapport à 2022, pardon. Je m'en réjouis, mais dans le même temps, la tâche est encore immense parce qu'il va falloir reconstruire notre famille politique, reconstruire la droite républicaine dans son ensemble pour être prêt pour les prochaines échéances. Et justement, on va parler de ce qui se passe maintenant. Je vais vous laisser débattre. François Patria, Emmanuel Macron, avec cette dissolution, il voulait une clarification. Est-ce que là, il n'a pas une situation encore plus embourbée que précédemment? J'ai déjà un peu répondu. La première clarification, c'est contrairement à ce qu'on nous annonçait tous les jours. Je entendais tous les jours, vous allez donner les clés au RN du pouvoir en France, vous allez donner les clés, vous avez Macron. Bon, la clarification, elle est là. Les Français, même s'ils ont fait 10 millions de voix aujourd'hui, ça ne fait pas une majorité dans un pays de 50 millions d'habitants. Ça se respecte. La majorité, mais je respecte, je n'ai pas dit que je respectais pas, au contraire. Mais je veux dire, bon, c'est pas la majorité. Vous êtes minoritaire en voix, quoi qu'il arrive. Il y a une majorité de Français, les 2 tiers des Français, en voix, ne veulent pas du Rassemblement national. Il n'y a pas de majorité absolue. Première chose. Ensuite, maintenant... Vous y voyez clair dans la nouvelle Assemblée? Écoutez, je vois surtout que les Français qui aspiraient à une proportionnelle l'ont eu hier, intégralement devant eux. Ils l'ont. Donc, il y a 2 choses. Soit on veut rester absolument libre, indépendant, droit dans ses bottes, sans discuter. Ce n'est pas l'intérêt de la France. Soit on pense autre chose qu'à l'intérêt de sa boutique. Et on pense à l'intérêt des Français, et on cherche à discuter et à construire une coalition commune dans l'arc républicain. J'exclus la LFI aujourd'hui, je l'exclus les filles parce que je considère qu'elles ne sont pas dedans, j'exclus aussi le Rassemblement national. Dans l'arc républicain, trouver des bonnes volontés, trouver des gens capables de dialoguer, et ça va commencer maintenant. Tout le monde va appeler tout le monde, on va voir. Donc aujourd'hui, ne prévoyons pas dans l'immédiat ce qui peut se passer. Il faudra sans doute du temps. Sébastien Vincini, puisque Ensemble vous tend la main, est-ce que vous pourriez accepter cette main tendue? Est-ce que le nouveau Front populaire va travailler à une coalition? Alors sans LFI, je crois que dans notre pays, cette élection, je ne sais pas si elle a clarifié la situation politique, elle a été un véritable révélateur
de l'état de l'opinion et comment se situe notre pays. Il y a une véritable fragmentation qu'on a retrouvée dans l'archipélisation du vote. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale est à l'image finalement de cette France fracturée. Je crois qu'il va y avoir besoin de dialogue. Et ça ne va pas se passer en quelques heures ou en quelques jours de combinaison ou de tripatouillage politique. Je crois que ça serait trahir la parole et l'expression de nos concitoyens. Pour autant, on est la 6e puissance au monde. Il va falloir aussi gérer le pays. On va organiser dans les prochaines semaines les Jeux Olympiques. C'est un événement international qui a besoin d'être un événement sécurisé. Et dans ce contexte-là, on va devoir être responsable. Le nouveau Front populaire porte une responsabilité, mais ce n'est pas le seul à porter la responsabilité. Il y a aussi Emmanuel Macron qui a provoqué ces élections en 3 semaines. Et dans ce cadre-là, on a la nécessité, oui, de faire différemment, de comprendre ce que les Françaises et les Français ont exprimé. Parce que la France. Qu'est-ce qu'ils ont exprimé pour vous hier soir ? Depuis 3 semaines, on l'a vu déjà avec le scrutin des européennes. Un vrai ressentiment. D'abord, une colère et une révolte qui s'est exprimée du monde rural, de la France des périphéries des métropoles, avec ce sentiment d'abandon qui est souvent ressorti sur les campagnes. Moi, je l'ai vécu sur le département de Lot-et-Garonne, qui est à l'image finalement du pays, avec des territoires ruraux qui ont dit on vit un véritable sentiment de déclassement. Dans les quartiers populaires, avec aussi une révolte qui a exprimé ce sentiment ou cette réalité aussi d'insécurité qui progresse dans notre pays. On doit tenir compte de ces mots-là. Comme des colères aussi qui n'avaient pas eu de débouchés politiques. La réforme des retraites, la crise des gilets jaunes, l'après aussi Covid, qui avait exprimé chez nos concitoyens un besoin de voir se restaurer dans notre pays un système de santé puissant avec les mouvements dans les urgentistes, etc. Mais qui n'a pas eu de débouchés politiques. Sur tous ces sujets, vous êtes prêt à travailler avec d'autres ? Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec Ensemble ? Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec les LR ? Je ne vous pose pas la question pour le RN, ça a été très clair hier de votre côté. Dans notre programme du nouveau Front populaire, nous avons mis des marqueurs. Il y a effectivement la question des services publics, la question du pouvoir d'achat, la question de revaloriser aussi l'école qui a perdu aussi de son efficacité et de sa présence aussi sur l'ensemble du territoire. Vous savez, quand on est élu d'une commune rurale, c'est arrivé à de nombreuses conseillères municipales ou conseillers municipaux de devoir être devant une classe d'élèves pendant une demi-journée, une journée, 2 jours, faute d'avoir de remplacement de professeurs. Ça a été exprimé. Et ça déclenche quoi chez nos concitoyens ? Ce sentiment d'abandon, du recul de l'État. C'est pas en quelques jours ou quelques semaines qu'on va rétablir. Mais il va falloir apaiser, dialoguer, trouver des majorités sur des projets très clairs. Parce que c'est ça la question. Avec qui ? Avec qui vous êtes prêt à trouver une majorité ? Vous savez, c'est une situation inédite. Je ne vais pas vous répondre là, en quelques minutes, de comment on passe d'une situation où il y avait déjà une majorité relative. Il n'y avait pas de majorité absolue. La France a quand même été gouvernée. Demain, elle le sera aussi. Il faut être responsable dans la séquence. Pas la peine de rajouter du trouble ou de l'agitation. Nos concitoyens, ils vont chercher aussi un cap. Ils vont se poser des questions. Ce matin, ils se réveillent en se disant « Ouf !» Mais tout reste à faire. Et dans ce cadre-là, je crois qu'on va devoir être responsable. Où les motions de censure ne passaient pas. Là, on pourrait se retrouver dans une situation où des motions de censure pourraient passer. Ça change quand même la donne. Je crois qu'il va falloir que tout le camp, l'art républicain, comme le disait monsieur le sénateur, il va falloir quand même qu'il soit responsable aussi, que le pays reste gouvernable. Stéphane Le Rudulier, est-ce que vous êtes prêt à dialoguer avec les autres forces qui composent l'Assemblée ? Écoutez, il faut être très clair. Quel est le point commun entre le Parti socialiste, le Parti communiste et les LR ? De manière programmatique. Il n'y en a aucun. On s'est affronté, notamment à travers des réformes de structure qu'avait voulu le président de la République. La réforme des retraites, le projet de loi immigration. L'assurance chômage. L'assurance chômage. On a vu véritablement qu'il y a une rupture idéologique. Je pense qu'il faut respecter cette rupture idéologique par rapport aux Français. Et quand vous regardez la composition de l'Assemblée nationale par rapport à celle d'avant, elle fait plus penser à la 4e République, où vous aviez d'un côté les communistes, les gaullistes et une multitude de partis au centre qui essayaient de trouver une combinaison pour gouverner, que sur une composition qui ressemble à la 5e République. La 5e République, c'est le fait majoritaire. Et je pense qu'on balaye très vite ce qui s'est passé au premier tour. Au premier tour, les Français nous ont dit «
nous voulons choisir entre deux projets de société. Même si l'offre était la plus radicale, je parle du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National, mais on voit très bien que c'est ces deux forces-là qui sont arrivées en tête parce que les gens avaient besoin de ce retour du clivage gauche-droite. Et j'ai l'impression qu'on efface très vite cela et qu'on veut mettre en place une coalition. En fait, la seule solution pour Emmanuel Macron sur un an, c'est un gouvernement technique pour expédier les affaires courantes avant de prononcer une nouvelle dissolution pour clarifier la situation. Mathieu Vallet. Donc ça promet encore des épisodes et des feuilletons assez conséquents. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, nous, on sera une opposition constructive. Ça veut dire quoi, concrètement? Non, mais d'abord, je réponds juste à mes concurrents politiques. Je savais qu'il y avait le grand chancelier de la Légion d'honneur qui distribuait les Légions d'honneur en France, et je savais pas qu'il y avait le grand censeur de France qui distribuait les brevets de républicanisme. Le seul maître dans le pays, c'est le peuple. Et donc moi, j'ai pas de leçon à recevoir, notamment vu mon parcours, et je le prends souvent très mal. Je pense que la République, je l'ai défendue beaucoup plus que certains élus qui ont fait ça toute leur vie, en étant sur le terrain, en combattant les voyous et les islamistes, notamment les terroristes, le 13 novembre au soir, quand j'étais engagé sur les terrasses du Petit Cambodge et du Carillon. Donc moi, j'ai du respect pour les formations politiques. On a un débat constructif, ce qui n'a pas toujours été le cas pour avoir sans prétention fait beaucoup de débats durant cette campagne. Et moi, je dis simplement que, par exemple, pour les Jeux Olympiques, monsieur, j'ai contribué au début à les préparer en tant que chef d'état-major de la police régionale des transports. Et quelle que soit la politique du gouvernement, et j'en reconnais grâce à monsieur Darmanin, il y a eu pendant 3 ans et demi des hauts fonctionnaires et des serviteurs de l'État qui ont préparé cette cérémonie. Personne ici remet en question votre rôle de fonctionnaire et de serviteur de l'État. Quand vous dites que je ne suis pas dans le républicain, si. Parce que je pense que mon passif et mon parcours parlent pour moi. Et donc, je dis simplement que cette cérémonie, peu importe la couleur politique de demain, elle est déjà prête, et en réalité, il faut avoir de l'humilité en reconnaissant aux serviteurs de l'État qui l'ont préparée depuis 3 ans et demi. Ensuite, je vois que vous posez une question fondamentale. Est-ce que je peux vous répondre? Attendez, je vous ai laissé parler, donc je vais terminer. Après, vous et le nouveau Front Populaire, par exemple, il a dit hier qu'il voulait supprimer la réforme des retraites et certains sujets par décret. Alors pendant 2 ans, ils se sont égosillés à l'Assemblée pour dire que Mme Borne faisait du 49.3, et aujourd'hui, on nous explique qu'on va faire la même chose par décret. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé hier sur tous les plateaux. Vous savez, j'y étais. C'est pas possible. Donc le Front Populaire nous vend déjà des choses qui sont pas possibles. Donc très bien. Juridiquement, c'est pas possible. Non, mais ça en dit long. C'est peut-être pas possible, mais ça veut dire que si c'était possible, il le ferait. C'est sur la méthodologie dont j'entends parler. Alors sur la constructivité qui est la nôtre, je vous donne un exemple très simple. Madame Naïma Mouchou, qui était, je sais pas si elle a été réélue, qui est de la majorité de Monsieur Patria, Horizon, et qui avait proposé, quand j'étais syndicaliste, les peines minimales, c'est-à-dire tu touches à un flic, tu vas en prison même pour une courte peine. Le Rassemblement national, les Républicains avaient voté pour, Horizon avait voté pour, et effectivement, tout le reste avait voté contre. Et c'était pas une mesure qui était initiée par un de nos députés. Donc voilà, exemple typique. Sur l'universalité des allocations familiales, on n'a pas été suivi. Sur les aides financières d'urgence pour les femmes de victimes conjugales, on n'avait pas non plus été suivi. Je peux égrener la liste. Donc est-ce que demain, c'est l'intérêt des Français qui va primer, ou est-ce que c'est les chapelles, syndicales, les chapelles politiques qui font que la France, comme dit ces 2 élus, doit avancer? Et donc dans ce cas-là, chiche, sur les sujets majeurs, avançons. Sébastien Massigny, je vous laisse répondre. Après, on va à Marseille, chez vous, Stéphane Le Rudulier, avec le correspondant de la presse régionale. J'interpelle toujours les représentants du Rassemblement national sur la question républicaine. Lorsque vous introduisez dans votre programme et dans votre projet la priorité nationale, c'est une rupture d'égalité du droit de chaque citoyen devant le droit, qui est un principe fondamental dans notre République, qui reconnaît chaque citoyen, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son patronyme, quelle que soit son origine. On est sur la nationalité, monsieur. Vous confondez l'origine et la nationalité, c'est dommage pour un élu. On peut être black, blanc, et nationalité française. Lorsque vous introduisez le principe... Oui, mais non. C'est pas ce qui est dit dans votre projet. Vous l'avez mal lu. Je vous le donnerai, comme ça vous le lirez un peu mieux, ça vous allez dire des bêtises. Je l'ai très bien lu. Je l'ai parfaitement lu. Lorsque vous introduisez la question des binationaux, lorsque vous introduisez la question de la priorité nationale, qui était la question de la préférence nationale hier, vous introduisez une rupture d'égalité de droit devant le droit. Monsieur, je suis issu de l'immigration espagnole. Vous essayez de nous faire croire qu'on trie les gens en fonction de leur origine. La seule chose qui vaille pour nous, c'est la nationalité française. Donc oui, nous assumons, ne vous en déplaise, et les Françaises et les Français tranchent lors des élections. On assume que le logement social, comme certains emplois, j'en suis la preuve vivante, puisque pour être fonctionnaire de police, il faut avoir la nationalité française, sont réservés à des gens qui ont une nationalité. Mais le drame de certains élus comme vous, c'est que vous faites cette erreur manifeste de confondre origine, je suis d'origine espagnole, mais de nationalité française, et la nationalité. Donc oui, nous priorisons les Français, quelles que soient leurs convictions, leurs origines, leur appartenance politique, contrairement à certains partis comme vous, qui trient
les gens en fonction des bons Français qui votent pour vous et des mauvais Français qui voteraient pour le Rassemblement national avec l'art républicain. Moi, je vous permets pas de dire que je suis pas dans l'arc républicain, monsieur. Donc, vous voyez, quand chacun sera solide dans ses bases, on pourra avancer. On va faire une petite pause dans ce débat. On va voir les résultats dans nos régions grâce à nos partenaires de la presse régionale. On va à Marseille où on retrouve Léo Purguet. Bonjour Léo, merci beaucoup d'être avec nous, président et directeur éditorial du journal La Marseillaise. Léo, d'abord, on va faire un point sur les résultats dans la ville de Marseille. Oui, à Marseille, le camp présidentiel disparaît. C'était le cas dès le premier tour, avec y compris la ministre Sabrina Agresti-Roubache, qui avait choisi de se désister. La ville de Marseille a longtemps été partagée entre le nord et le sud. Cette fois, c'est un partage entre l'ouest et l'est, avec à l'ouest des circonscriptions acquises au nouveau Front populaire et à l'est des circonscriptions acquises au Rassemblement national. La gauche est majoritaire en voix sur la commune. Et on va voir un mot sur la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il y avait une triangulaire ? Oui, c'était la seule triangulaire de Provence. La sortante macroniste Anne-Laurence Pétel avait fait le choix de se maintenir, bien qu'étant arrivée 3e. Et elle est sèchement battue en arrivant 3e, encore un peu plus loin que lors du premier tour. Mais son maintien fait gagner le candidat de l'extrême droite qui a été désigné à la faveur de l'accord Ciotti-Bardella et qui, par ailleurs, avait fait un temps escale chez Reconquête dans cette circonscription qui contient le nord d'Aix-en-Provence et de nombreux villages. C'est un coup de tonnerre parce que ça n'avait jamais été une zone du département des Bouches-du-Rhône qui votait à l'extrême droite. Peut-être un mot, restez avec nous Léo, un mot là-dessus, puisque effectivement c'est une triangulaire qui a beaucoup fait parler, le non-désistement de la candidate de Renaissance qui a donc permis l'élection du candidat du Rassemblement national. Est-ce que ça a été une erreur, François Patriat ? Au vu du résultat, oui, mais au vu du premier tour, c'était pas aussi évident. Anne-Laurence Pétel est une parlementaire bien implantée, qui travaille, qui est reconnue comme telle, pouvait espérer que son travail de terrain, que sa connaissance des dossiers pouvait l'emporter contre les excès d'aujourd'hui qu'on a pu regarder. Mais en fin de compte, c'est vrai, vous voyez, là, on a eu raison, je pense, de pratiquer ces désistements. On n'a pas toujours été récompensé, d'ailleurs, en l'occurrence. Mais c'est vrai, parce que parfois, des partenaires on rigole parce que c'est vrai, vous avez raison. Putatifs auraient pu parfois nous rendre l'appareil. Ils ne l'ont pas fait. Bien, je pense qu'il y a des républicains, je le dis à Stéphane Le Rudulier ici, tout à fait républicainement, mais quand on a maintenu des candidats républicains qui faisaient 8 ou 9% des voix pour faire passer soit un LFI, soit un Front National, c'est pas de bonne manière, c'est pas une façon de rester libre aujourd'hui, mais enfin, qu'importe. Là, Anne-Laurence Pétel, je pouvais comprendre qu'elle puisse se maintenir. Malgré tout, elle aurait pu, comme d'autres, respecter la règle. Et c'était difficile. Vous savez, Mme Katabi s'est retirée en Côte d'Or, alors qu'elle était au 3e et pas mal placée. Aujourd'hui, c'est un LFI qui passe. Voilà. On retourne. Juste répondez, mais c'est pas on va partir à Marseille. C'est un socialiste, pardon. Je me suis trompé. Oui, c'est un socialiste qui j'allais vous faire la remarque. Excusez-moi. On a toujours été dans une seule ligne politique, libre et indépendant. Moi, vous savez, j'ai très mal vécu entre le premier et le second tour l'atmosphère du tripatouillage électoral que vous avez orchestré avec le nouveau Front populaire. Preuve en est, vous... C'était pas fidèle à votre histoire. Jacques Chirac, en son temps, avait su appeler à faire le Front républicain. C'était pas pareil, c'était une élection présidentielle et on n'était pas dans la il y avait aussi eu des élections régionales où il y avait eu des retraits. Je suis bien placé pour savoir qu'on peut faire aussi des alliances parfois à contre-nature. Mais au-delà de ça, on voit très bien une chose, c'est que dès lors qu'il y a une triangulaire, et je salue la candidate Anne-Laurence Pétel qui est allée jusqu'au bout de la démarche, il y a une règle. La règle, c'est 12,5% des inscrits. Elle avait le droit de se maintenir, et vous avez raison, il y avait très peu d'écart de voix, 300 ou 400, entre le troisième et le second. Mais ce qui veut dire une chose, c'est que des triangulaires au duel, vous voyez bien qu'on a changé la carte électorale. On a, par le rétrécissement de l'offre politique,
on a changé en fait le résultat du second tour. Et donc, il y a certains Français qui vont peut-être se réveiller aussi en disant on nous a peut-être volé l'élection par rapport à ce que le scénario qui était écrit. Vous, Stéphane Le Rudulier, vous voulez déposer une proposition de loi pour interdire les désistements. Pas pour interdire, c'est de se dire je m'inscris dans le cadre d'une législative, il y a 2 tours, on le sait, dès lors que je fais 12,5% des inscrits, il n'y a pas de réinscription pour le second tour. C'est vraiment ce qui nous différencie. Moi, je suis très fier d'avoir participé à ce combat contre le Rassemblement national, sur lequel le nouveau Front populaire a retiré 131 candidats et la majorité présidentielle 80 candidats. Sinon, aujourd'hui, effectivement, il y aurait une majorité très probablement absolue pour le Rassemblement national. Et c'est ce que nous voulions éviter. On fait juste un dernier tour, je vous redonne la parole, Stéphane Le Rudulier, mais pour Marseille, parce que dans les Bouches-du-Rhône, en tout cas, il y a un autre résultat qui était attendu. Et depuis hier soir, les communistes n'ont plus de députés dans les Bouches-du-Rhône. Tout à fait. Dans la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, Pierre Dharréville a échoué à regagner son siège face au Rassemblement national. C'est une des illustrations qui doit probablement faire réfléchir à gauche la France des sous-préfectures, des zones industrielles, des campagnes et des périphéries a du mal désormais à élire des députés de gauche. C'est très significatif dans notre région où la gauche n'est élue que dans les centres urbains, Marseille, Avignon, Aix-en-Provence, et puis la majorité présidentielle qui désormais est en minorité, elle a fait élire son candidat à Toulon. Merci beaucoup, merci Léo pour ce point quasi complet sur ce qui s'est passé du côté de Marseille et des Bouches-du-Rhône. La une de la Marseillaise ce matin, le nouveau Front populaire prend la main. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Léo Purgat. Un mot quand même sur ce qui s'est passé sur Pierre Dharréville. Alors, il y a Pierre Dharréville, mais c'est peut-être symptomatique. Léo disait ça doit faire réfléchir à gauche. Il y a Pierre Dharréville, il y a Sébastien Jumel également, il y a Fabien Roussel. Ce sont des candidats communistes qui ont perdu face au Rassemblement national dans des zones ouvrières. Ça fait réfléchir, en fait. Il y a 7 ans, Emmanuel Macron avait promis la Startup Nation. Il parlait d'une douzaine de métropoles qui seraient presque les locomotives de notre pays. L'hypermétropolisation de celles et ceux finalement qui vivent une mondialisation heureuse, j'ose ce terme entre guillemets, montre une France qui se fracture, avec une vraie cassure. À 30 km des métropoles, vous parlez d'Emmanuel Macron, Sébastien Vinci, mais la question c'est pourquoi cette gauche ouvrière et communiste se tourne vers le Rassemblement national aujourd'hui. Cette accélération de l'hypermétropolisation donne le sentiment qu'il y a des France qui se côtoient mais qui ne se parlent plus. Des France qui ne sont plus considérées. C'était déjà le révélateur, la crise des Gilets jaunes en 2019, à laquelle nous n'avons pas apporté collectivement des réponses. Oui, la gauche aussi a son examen de conscience à faire. Personne ne fera l'économie d'essayer de comprendre, d'entendre les colères, de comprendre ce sentiment qui est exprimé par à la fois la ruralité, mais surtout la France des sous-préfectures. Moi, j'en suis témoin à la fois sur la 7e circonscription de Lot-Garonne, où nous avons la sous-préfecture du Muret, on touche la métropole toulousaine, et on a vu cette fragmentation, ce tissu social se désagréger, et avec un recul des services publics. Vous savez, lorsque vous voyez la concentration des moyens en matière de mobilité douce, en matière d'école, en matière de services publics, sur les métropolisations, et qu'à 30, 40, 50 km de Toulouse, il faut attendre 6 mois pour avoir un généraliste. On voit des classes se fermer, on ne voit pas les RER, les futurs RER métropolitains, arriver jusqu'à 30, 40 km. Ils s'arrêtent à la limite des périphériques. C'est ça la réalité. Vous croyez que nos concitoyens qui travaillent ou jeunes retraités n'ont pas le sentiment de passer à côté de quelque chose? Ils ont cotisé, on entend souvent ça. Moi, je paye aussi des impôts, je travaille et j'ai droit à quoi? C'est quoi mon retour? Vous n'avez plus une réponse aujourd'hui, vous? Parce que depuis des années... Pourquoi dans les circonscriptions qui sont communistes depuis des années, aujourd'hui c'est le Rassemblement national qui l'emporte? Le Rassemblement national ne l'a pas emporté partout. Sinon, ce soir, il aurait une majorité. Oui, mais vous avez raison. Aujourd'hui, c'est le Rassemblement national qui a une prédominance sur ces circonscriptions très typiques, qui touchent à la fois à l'urbain, mais qui vont jusqu'au rural. La gauche en a gagné quelques-unes. Ruffin, Christophe Bex, moi j'ai 2 camarades socialistes, Jacques Auberti, en Haute-Garonne, Arnaud Simion, sont à la fois des circonscriptions qui viennent en pétale finalement sur les métropoles et qui vont après jusqu'à la ruralité. Donc
c'est à regarder. Il faut vraiment analyser un peu partout comment ça résiste ou comment ça s'ancre avec le Rassemblement national. Mais parce que c'est un sentiment de colère et aujourd'hui il y a une facilité à avoir désigné quel est le coupable de cette situation, quel est le bouc émissaire de cette situation, mais elle est bien plus complexe cette situation à analyser. D'abord, sur ces phénomènes que vous évoquez à juste titre, je voudrais vous dire qu'il y a une responsabilité collective qui date de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Faire porter aujourd'hui au gouvernement et Emmanuel Macron les mots qui surgissent aujourd'hui, mais qui datent de longtemps. Je dis qu'il y a eu une accélération. Deuxième chose, je ne partage pas cet avis de la fracture ville-campagne. Moi, j'habite justement, ce que vous dites, un petit canton rural de 5000 habitants à 45 km de la métropole régionale. Je n'ai pas le sentiment d'être déclassé. Parce qu'aujourd'hui, on a fait des maisons médicales, il y a 5 médecins dedans, canton rural. On a fait une maison de service public, il y a 18 000 personnes qui y viennent. Je n'ai pas le sentiment que dans le canton où j'habite aujourd'hui, on ferme des classes. J'étais maire d'une commune, où il y a pratiquement 0 chômeur, où il y a 3 RMistes, où le plein emploi existe, où il y a un immigré, où ils ont les services à proximité et qui votent à 55% pour le Rassemblement national. Mais où est le déclassement? Il y a un vote irrationnel. On a appuyé sur ces peurs. Certains ont ici appuyé pour montrer aux gens qu'ils étaient malheureux, qu'ils souffraient, qu'ils étaient oubliés, qu'ils étaient délaissés. Alors que ce n'est pas le cas pour la plupart des cas. Et on arrive à ce résultat. Nous, à gauche, on n'est pas des marchands de peur ou de colère. Il faut vraiment percevoir ce que ça veut dire, le ressenti, la peur du déclassement. Moi, je dis ce que je vis sur mon terrain. Un mot là-dessus, Mathieu Vallet. La future majorité qui discute entre elles pour avoir un gouvernement d'union. Justement, vous me faites la transition. On est sur l'analyse, pas sur les programmes. Il faut comprendre avec beaucoup d'humilité ce qui s'est passé. Oui, mais moi, je n'ai pas besoin de comprendre, monsieur, parce que je vais sur le terrain. Donc, je pense que quand on est sur le terrain, comme vous, j'imagine, totalement. On n'a pas besoin de se faire. Très bien. Moi, vendredi, j'étais à Vesoul, dans la Haute-Saône. On ne doit pas vivre dans la même France avec monsieur Patria, par exemple. Je connais très bien la Haute-Saône. Je connais très bien la Haute-Saône. Mais vous énervez pas, monsieur Patria. Laissez parler les adversaires. C'est pour dire que j'y vais aussi. Ça vous changera des 49.3 et des manifestations que vous avez réprimées. Et donc, je dis simplement qu'en Haute-Saône, à Vesoul, on n'a pas un train qui est régulièrement là, on n'a pas facilement d'accès à un médecin. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs proposé. On a fait. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir. Vous n'avez pas dû le visiter. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des beaux hôpitaux, mais s'il n'y a pas de médecin dedans, ça sert à rien. Donc, on va revenir. Si les murs sont beaux et que vous en satisfait, c'est très bien, moi aussi, mais s'il n'y a pas de médecin dedans, on ne va pas faire grand-chose. Et le gouvernement a investi à Vesoul. Je dis simplement. Oui, mais je sais qu'avec vous, monsieur Patria, tout le monde a bien réussi chez vous, tout est beau, tout est propre. D'ailleurs, c'est tellement réussi que les Français vous ont fait confiance et aux Européens. Et on va revenir à ce qui va se passer à l'Assemblée. Terminé Mathieu Vallet, on revient. Oui, d'accord. On revient à ce qui va se passer. D'abord, la Marseillaise, c'est bien, il change parce qu'il avait fait une leur magazine contre le Rassemblement national. Donc, les lignes éditoriales qui sont contestées sur certaines chaînes ne sont pas ailleurs. Et donc, je dis simplement que sur les services publics et sur la ruralité, mais même dans le Pas-de-Calais chez les ouvriers, nous sommes aujourd'hui plébiscités parce qu'on propose des mesures concrètes et on dénigre pas nos concurrents politiques. Nous, on parle des programmes, on ne parle pas des partis. Allez, on va revenir à ce qui va se passer. Justement, on va en parler à l'Assemblée qui gouvernait avec qui? On va écouter Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui lance un appel et qui fait une annonce sur le futur Premier ministre. On va écouter ça, il était l'invité de la matinale de France Info. Après, la question tiendra compte forcément des équilibres entre nous et puis de ce que nous voulons faire. Et donc, il faut que dans la semaine, nous puissions être en mesure de présenter une candidature pour Matignon et faire en sorte d'obliger le chef de l'État à tenir compte de cette situation. Une candidature dans la semaine, Sébastien Vinci. Est-ce que c'est tenable, selon vous? Comme disait Coluche, je me marre. À situation inédite depuis maintenant... C'est un silence qui en dit long, ça. Non, à situation inédite depuis 3 semaines, le temps politique est bouleversé. Une semaine pour bâtir le nouveau Front populaire, 48 heures pour faire en sorte qu'il y ait ce réflexe historique dans notre pays du Front républicain, une semaine encore inédite où il n'y a pas de majorité absolue, où on est très loin même de la majorité absolue, où on se retrouve avec 3 blocs. La gauche qui est arrivée en tête doit réfléchir. Faire des propositions, le pays ne peut pas rester bloqué. Pour aller un peu plus loin, parce que là on parle en termes de bloc, mais si on regarde à l'intérieur du bloc, c'est le groupe des Insoumis qui arrive en tête, en tout cas selon les décomptes provisoires. Est-ce que le Premier ministre que vous allez proposer va être un insoumis ?
vous venez d'évoquer que c'était un décompte provisoire. Moi, on l'a demandé hier soir, et je pense que l'ensemble des formations à gauche l'ont prononcé, laissons l'Assemblée s'installer. Et nous verrons la réalité des rapports de force au sein de l'Assemblée. Ouais. L'ensemble d'ailleurs des groupes politiques, pas simplement du nouveau Front populaire. Je pense qu'il faut aussi de la clarté. La clarté, ça sera par l'installation des groupes, des intergroupes, et voir comment l'Assemblée déjà va fonctionner. Je voudrais poser la question à mon collègue, enfin, monsieur le député. Demain, est-ce qu'il va y avoir un seul groupe, ou bien il va y avoir un groupe socialiste, un groupe vert, un groupe LFI? Moi, je pense que, comme l'a dit Olivier Faure à l'instant, obliger le président à prendre un Premier ministre. D'abord, on n'oblige pas le président, c'est lui qui choisit. Que les choses soient bien claires. D'ailleurs, une chose qu'on n'a pas signalée. Vous avez raison. Article 8. Donc voilà, première chose, c'est ça. Bon. Ensuite, il va y avoir donc des différences entre les groupes. Et moi, je pense que la poutre va travailler. Parce que, aller sur un programme. J'ai entendu hier soir, figurez-vous, sur un plateau qui n'est pas celui-là, un député européen, socialiste, dire qu'on allait abroger dans les 15 jours la loi sur les retraites et que pour le faire, on trouverait une majorité avec le Rassemblement national. J'ai entendu ça hier soir d'un député. Pardon ? Oui, j'ai entendu ça hier soir, sur le plateau, en face de moi, j'ai entendu. On pouvait trouver avec le Rassemblement national une majorité pour abroger la réforme des retraites. Bon, vous voyez que tout va bouger demain, on le voit bien. Donc, je crois que monsieur le député a tout à fait raison. Je crois qu'il faut garder la nuque raide dans ces moments-là et pas tomber dans des tripatouillages politiques que personne ne comprendrait. Je comprends. Mais comment vous allez l'abroger sans le Rassemblement national? Allez-y, finissez, François. Avouez que si on écoute Olivier Faure, un gouvernement aujourd'hui du nouveau Front populaire, il ne tient pas 3 jours à l'Assemblée. Il ne tient pas 3 jours à l'Assemblée. Donc il faudra bien faire autre chose. Je pense que le président de la République aurait tout intérêt, c'est son libre arbitre, de nommer effectivement un Premier ministre émanant de LFI. Pour voir combien de temps il tiendrait. Ce qui veut dire une chose, c'est que personne n'a la majorité absolue, et donc ce sera un gouvernement, a fortiori, minoritaire, et qui sera au joug, en fait, des partis au niveau de l'Assemblée nationale. Ça se voit bien. Et déjà là, ça se fissure. Vous avez présenté un programme commun entre 3 ou 4 partis politiques. Et on est en train de se dire, tout compte fait, on s'installe à l'Assemblée nationale, on met de côté l'ensemble des propositions que vous avez présentées, et on va commencer à réfléchir à une coalition. Mais est-ce que ce n'est pas une trahison? Je ne m'amuse pas, moi, de la situation politique, et je ne ferai pas d'ironie sur ce plateau. Je crois que... Mais c'est le respect. Mais il n'y a aucune trahison. Ne parlez pas de trahison et ne faisons pas de la politique fiction. Oui, effectivement, nous sommes élus sur un programme. Donc, le projet devons aussi avoir... puisque vous êtes minoritaire. Il faut avoir l'humilité de regarder aussi, et la lucidité, de voir quel est le paysage politique qui s'installe au sein de l'Assemblée. Personne n'a de majorité absolue. Personne ne peut prétendre arriver et dire sur notre ligne politique nous pouvons gouverner seuls. C'est pas ce qu'a dit M. Mélenchon hier à 20h02. Mais je ne suis pas ici, moi, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que, alors là, si vous lisez... C'est bien le leader du nouveau Front populaire. Non, ce n'est pas le leader du nouveau Front populaire. Régulièrement, c'est agité ainsi. Ça a été agité ainsi, ça n'a pas fonctionné. C'est pas la réalité. Non, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir des tensions au sein du nouveau Front populaire, Sébastien Vinci? Comment vous allez désigner votre Premier ministre? Il y a M. Ruffin et Mme Autain qui ont quitté quand même leur parti. M. Ruffin. Regardez, ça atteste qu'il n'y a pas que M. Mélenchon est un repoussoir. De leader suprême qui dirige l'ensemble des 180 députés. Comment vous allez désigner le candidat au poste de Premier ministre? De nouveau Front populaire. Mais ça fait partie des éléments de discussion qui sont encore devant nous. Je crois qu'à situation inédite, il est légitime qu'on se donne du temps et qu'on puisse rentrer... Mais du temps, c'est quoi? C'est-à-dire que pour vous, Gabriel Attal doit rester jusqu'à la fin des Jeux Olympiques? Moi, je crois qu'il y a 2 choses à faire. Premièrement, l'Assemblée nationale, c'est d'un point de vue constitutionnel, s'installe à partir du 18 juillet. Ça nous donnera déjà une photographie beaucoup plus précise de la réalité des rapports de force au sein de l'Assemblée nationale, où se trouvent les groupes, où se trouvent les intergroupes. Nous allons fonctionner en intergroupe. Chacun va garder son identité et son groupe. Il n'y a pas eu de dissolution, des divergences ou des nuances au sein de la gauche. Donc vous allez tenter d'amener dans votre groupe Alexis Corbière, les frondeurs LFI et des divers gauches, c'est ça? Pardon? Vous allez tenter d'amener dans le groupe PS les frondeurs LFI et des divers gauches. Il leur appartiendra de se positionner. Moi, chez les socialistes, on n'a pas une tradition à faire la loi chez les autres.
et a décidé pour eux. Je crois que ça serait là aussi... devenir le premier groupe de gauche, vous n'avez pas trop le choix finalement. On n'est déjà pas loin d'être le premier groupe de gauche. Moi, je vous invite vraiment à regarder non plus les résultats provisoires, mais ceux qui sont en train de s'affiner. Le pays, on a quelques semaines devant nous pour aussi gérer quelque chose qui est un impératif. Dans plusieurs semaines, on doit donner le meilleur visage de la France en organisant un événement international qui doit être sécurisé et qui doit donner le plus beau visage de notre pays. C'est le 26 juillet. Ça arrive très vite. Le 26 juillet. Je pense que dans la séquence, il peut y avoir un gouvernement technique qui gère les impératifs. Nous devons assurer cet événement, donner de la stabilité, de la visibilité aussi, dans ce contexte qui est quand même encore incertain. Nous avons la guerre en Ukraine ne s'est pas arrêtée, les conflits mondiaux ne se sont pas arrêtés. Et les acteurs économiques vont très vite demander à ce que le pays redémarre, parce que ça fait 3 semaines que tout le monde est à l'arrêt. Et je crois qu'il y a besoin d'envoyer ce signal, comme quoi, oui, il y a une situation inédite, oui, il n'y a pas de majorité absolue, mais pour autant, notre pays peut quand même fonctionner. Je vous rappelle, et on en débat souvent sur votre plateau, notre pays est aussi décentralisé et déconcentré. Oui. Il y a des préfets, des présidents de région, des présidents de département, le pays peut fonctionner. Est-ce qu'un gouvernement technique, c'est envisageable? Est-ce que Emmanuel Macron doit accepter la démission de Gabriel Attal ce matin? Je pense que d'abord, le Premier ministre devrait démissionner. Je l'ai rencontré hier soir. On n'a pas parlé de ça, effectivement, mais il a dit... Moi, je l'ai félicité pour la campagne qu'il a faite. Il a fait une très belle campagne. Lui, il va démissionner, mais est-ce qu'Emmanuel Macron va accepter la démission? Je pense que le président va lui demander de rester en poste avec le gouvernement, que ça peut durer, comme tout à l'heure, ça a été dit par un chroniqueur ici, jusqu'à la fin de l'été. Très bien. Le temps que les discussions s'instaurent, le temps qu'on dégage, que les JO passent, que tout se passe. Et vous savez, on avait dit, attendez, Emmanuel Macron a eu tort de démissionner la veille des Jeux Olympiques. Vous vous rendez compte l'image? Bon, les JO vont se passer bien, normalement. Voilà. Alors, il recherche un ministre de l'Intérieur. M. Darmanin a dit qu'il ne voulait pas continuer au gouvernement. Donc, il va falloir trouver un ministre de l'Intérieur. C'est quand même le premier ministère pour les Jeux Olympiques. Écoutez, on verra la réponse qu'il donnera au chef de l'État. C'est les déclarations de membres de votre majorité. Ce matin, oui, mais si je vous envoie, vous savez, les déclarations que vous avez faites avant, la composition de votre gouvernement, j'aurais beaucoup à vous dire. J'aurais beaucoup à vous dire. Vous aviez déjà tous les ministres. Oui, non, mais changez de disque un peu. Au lieu de parler de notre parti, parler du vôtre, ça vous changera. Vous parliez du mien. Parce que c'est M. Macron qui va... Moi, je respecte l'institution, c'est M. Macron qui va nommer le Premier ministre, c'est pas le Rassemblement qui a nommé le Premier ministre. Par contre, juste une petite phrase, Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas disqualifié pour Matignon, affirme Mathilde Pagneux. Donc j'ai l'impression que la tambouille Front Populaire va donner quand même une cuisine amère. Alors la réponse a été faite par le chef de l'État, il a dit, demain, un gouvernement de coalition sans LFI. Que les choses soient claires. C'est ça la règle. Voilà. Bon. Ça va être compliqué de choisir. En fait, vous savez, moi j'ai travaillé 3 ans à Marseille, Madame Rubirola s'était présentée pour être maire. Au bout de 3 mois, c'est Monsieur Payan du Parti Socialiste qui n'aurait jamais été élu, connaissant bien la ville, y ayant habité, sous les couleurs du Parti Socialiste. Là, on va voir la même chose. On a une alliance écoutez, là, vous voyez bien qu'on est en train de nous dire, et je respecte éminemment le Parti Socialiste, moi j'ai connu le parti de Jaurès, le parti de Clémenceau, qui, me semble-t-il, n'a rien à voir avec le parti de M. Mélenchon. Et en réalité, moi ce que je dis simplement à monsieur, c'est que... aujourd'hui, vous allez faire une tambouille électorale qui va être très compliquée. On va garder les écologistes, mais pas les LFistes. On va garder les socialistes, mais on va voir si on travaille avec les macronistes. Et moi, demain, je me demande comment un gouvernement va être mis en place. Et le gouvernement d'experts, pardon, mais dans une démocratie, j'estime que quand on a des élus à l'Assemblée, au Sénat, vous avez raison, dans les corps intermédiaires, également, il faut qu'on ait des gens qui représentent le peuple. Parce que des technocrates à la tête de ministère, on l'a déjà fait avec la société civile dans les gouvernements de droite comme de gauche, et ça n'a jamais donné des très bons résultats. Gouvernement technique, c'est envisageable ou pas? Et Gabriel Attal qui reste jusqu'à la fin des JO. Alors, c'est la seule solution. On le voit bien. La solution ultime. C'est la seule solution pour qu'effectivement l'événement qui arrive dans une quinzaine de jours... Le 26 juillet. Soit 26 juillet. C'est la journée d'ouverture. Jusqu'au 11 août. Quand on veut défendre le pays, il faut quand même connaître les dates des JO. C'est mieux. Oui. Bon, on va pas faire un quiz sur les dates des JO. Alors allez-y, gouvernement technique ou pas? Mais bon, c'est pas grave. Tant mieux, je vous en fais. Merci. Donc, pour que les Jeux Olympiques se passent dans les meilleures conditions possibles, et là, j'ai confiance quand même aux structures de l'État, aux fonctionnaires d'État qui ont œuvré pendant des semaines, voire des mois, sur cette préparation. Maintenant, il est clair que, effectivement, nous sommes dans une impasse, clairement, institutionnelle, et que, malheureusement, la seule solution qui s'offre à Emmanuel Macron, c'est de mettre en place un gouvernement technique, dit technique, pour expédier
les affaires courantes. Mais ce qui me rend malade, moi, c'est que depuis 40 ans, on n'a pas fait de réformes structurelles dans notre pays. On l'a vu quand Emmanuel Macron a voulu faire ces réformes. Je pense à la réforme des retraites, je pense au projet de loi immigration. Les mêmes qui aujourd'hui essayent de taper dans la main avec Emmanuel Macron étaient vent debout à l'Assemblée nationale et bordéliser l'hémicycle. Personne n'essaye de taper. Je ne sais pas qui c'est qu'on pointait du doigt en disant qu'on essaye de taper dans la main d'Emmanuel Macron. Je suis admiratif de voir comment on fait de la politique. La réforme des retraites, ça c'est important parce que c'est une de vos principales promesses de campagne. 3 millions de personnes dans la rue. Et la navette arrive. Comment vous allez l'abroger, Sébastien Vincini, cette réforme des retraites? Mais je ne ferai pas de politique fiction. Attendez, c'est pas de la politique fiction. Vous avez été élu sur un programme. Dans votre programme, il y avait l'abrogation de la réforme des retraites. Pour l'instant, il n'y a pas de Premier ministre de gauche avec un agenda social. Nous sommes en train de travailler à une proposition, mais pour l'instant, celui qui fixe l'agenda constitutionnel, ça reste le président de la République. Donc, à ce stade, il n'y a pas de Premier ministre de gauche désigné aujourd'hui, avec un gouvernement de gauche qui peut fixer la temporalité de l'agenda social. Donc, je ne vais pas vous répondre. Dans 3 semaines, à la sortie de l'été, nous allons abroger de telle manière ou de telle manière la réforme de la retraite. Oui, c'est dans notre programme. Oui, c'est dans le souhait de nos concitoyens. On l'a entendu sur l'ensemble des marchés et l'ensemble des campagnes. Mais depuis le premier jour que cette loi a été proposée, si elle a soulevé autant d'incompréhension, de colère, un front syndical uni, de la CFDT jusqu'à la CGT. On n'avait pas vu ça historiquement depuis plus de 20 ans dans notre pays contre une réforme antisociale. Donc cette réalité-là, elle s'appuie aussi sur une base Mathieu sociale. Vallée, est-ce que vous pourriez voter l'abrogation? Est-ce que vous allez voter l'abrogation de la réforme des retraites si le non-Front populaire la présente? Vous faites une blague ce matin, madame. Bah non, Madame Borne, elle a été élue grâce à qui? Madame 49.3 qui a été désignée ainsi par les nouveaux alliés de monsieur du Parti Socialiste. Les députés du Rassemblement national vont voter l'abrogation de cette réforme des retraites. Mais pour faire quoi? Parce que abroger une loi, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on y fait derrière? On n'a pas les mêmes propositions. Nous, on est pour le départ à 60 ans pour les gens qui ont travaillé avant l'âge de 20 ans avec 40 annuités, et on est pour 62 ans pour ceux qui ont 42 annuités après l'âge de 20 ans. Donc vous ne voterez pas avec le nouveau Front populaire? Non mais il faut... Comment? Vous êtes plus clair que M. Bardella. Ah bon, bah, j'ai écoutez, compris votre proposition. C'est dommage qu'on ne se soit pas vu avant, et j'ai l'impression que M. Bardella était aussi clair. Mais écoutez, tant mieux si je peux vous aider ce matin, que je ne pas pour rien. Mais pas un chèque signé en blanc par rapport à ce qu'il y a derrière. Non mais, demain, ils disent, on abroge la loi immigration. Pour devenir français, cette loi prévoit qu'il faut savoir parler français. Cette loi, elle prévoit d'expulser, même s'il reste un certain nombre de verrous qu'on voulait faire sauter, des clandestins et des délinquants et criminels étrangers hors du territoire national. Demain, monsieur me dit, on abroge la loi, mais qu'est-ce qu'on y met derrière? Moi, pardon, ma mère est espagnole. Quand on est arrivé sur le territoire français, il me semblait important quand même de savoir parler français. Tous les pays du monde font ça. Pareil, on va être le seul pays au monde à pas expulser, même si déjà aujourd'hui c'est compliqué avec 8% d'obligations de quitter le territoire français qui sont exécutées. On va être le seul pays du monde à pas expulser des gens qui rentrent par effraction en France, donc c'est une violation de la loi votée par les députés, et en plus qui font des victimes sur le territoire national. Donc vous savez, caricaturer les gens comme ça a été fait, et moi j'ai très mal vécu. Moi je suis pas anti-étranger, je suis pro-français, mais moi qui suis issu de l'immigration, j'en ai marre de voir des gens qui arrivent sans papier sur le territoire national, qui font des victimes, ce que moi-même je ne me serais jamais permis de faire en arrivant dans un pays. Non mais c'est très important, c'est l'ADN d'un pays de savoir où on va, qui on accueille, qui reste et qui part. Vous savez madame que 90% des déboutés du droit d'asile ne partent pas. Oui, mais ça, M. Patria, c'est la réalité. L'avenir, c'est quoi? Vous faites comment, M. Patria, pour exécuter les OQTF que vous avez promis 100% et qu'on n'est pas? Vous savez très bien qu'il y aurait le même nombre d'OQTF à Noël si vous aviez été au pouvoir. Non, pas du tout, monsieur. Parce qu'on aurait eu plus de courage que vous. On m'a dit que c'était la volonté politique, mais c'est pas ça du tout. Si, monsieur. Bien sûr. Je voudrais répondre, parce que c'est le débat de la campagne. Allez-y, François Fellman. Moi, je vous félicite d'abord sur le Sénat. Les débats sont beaucoup plus apaisés, beaucoup plus compréhensibles. Et je pense qu'on doit continuer dans ce sens-là. En tout cas, monsieur a compris notre réforme des retraites. Bon, je voudrais me tourner vers Stéphane Le Rudulier, tout à fait confraternellement en tant que parlementaire. Il dit aujourd'hui, il n'y a qu'un gouvernement technique qui peut marcher. Et dans le même temps, il dit, parce qu'on ne pourra pas faire des réformes, mais l'expérience, vous l'avez démontré vous-même. Quand vous travaillez avec nous, les réformes constructives, on les passe.
Pourquoi vous ne voulez pas continuer? Vous l'avez fait sur la loi sur les retraites, vous l'avez fait sur la loi immigration. Vous voyez bien que quand vous sortez de votre liberté originelle... Aujourd'hui, vous n'avez plus la main. Quand vous avez la liberté originelle, quand vous travaillez avec nous, on peut faire des réformes que vous appelez. Je vous appelle à parler maintenant. Voilà. On dirait un vieux couple, on dirait qu'ils sont en train de se faire un après s'être engueulé. C'est la sagesse du Sénat, ça. C'est la sagesse du Sénat. On peut rigoler un peu. Ah bah écoutez, si vous êtes ensemble, assumez-le. Alors en fait, c'est l'ADN du Sénat d'avoir des divergences, mais d'essayer de trouver à chaque fois des consensus. Sur la loi immigration, en tout cas, vous avez été quand même déçu, puisque vous l'avez évoqué. Non, on a durci le texte. On a durci le texte. Non, je parle avec l'Assemblée. La même majorité de M. Patria a détricoté la loi. Allez, comme dit François Patria, on va pas revenir sur le passé. On va pas revenir sur... Un mot sur, quand même, puisque Mathieu Vallet, vous l'avez signalé, sur la déclaration de Mathilde Panot ce matin, Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas disqualifié pour Matignon. C'est aussi votre avis? Si. Je l'ai disqualifié. Je pense que c'est un faux sujet. Voilà. À tort ou à raison, M. Mélenchon n'est pas le nom qui fera l'unanimité au sein du nouveau Front populaire, et je pense que le président de la République ne l'appellera pas. François Patria, vous avez réponse, elle est claire. Moi, je pense que c'est pas qu'il soit disqualifié, c'est qu'il n'est pas qualifié. Voilà, parce qu'il n'a pas les vertus pour être qualifié demain. Moi, j'avais appelé à faire barrage au nouveau Front populaire il y a 48 heures, 72 heures, parce que je sentais que c'était la menace. La menace, c'est la France insoumise, clairement, en France. Donc non. Jean-Luc Mélenchon à Matignon, c'est censure du Rassemblement national? Vous savez, quand j'étais porte-parole du syndicat, je savais déjà pas l'encadrer parce qu'il nous insultait à longueur de journée. Alors, c'est pas moi sur votre plateau qui vais vous dire qu'il doit diriger la France demain. Allez, on va continuer à voir les résultats dans nos régions. On va aller du côté du Puy-en-Velay, où on retrouve Christophe Darne, rédacteur en chef de l'Éveil de la Haute-Loire. Christophe, bonjour. Hier, Laurent Wauquiez est parvenu à se faire élire plutôt confortablement. C'est une terre LFiste, hein, tout le monde le sait. Oui, Laurent Wauquiez a réussi son pari, celui de revenir dans l'hémicycle. L'ancien chef de file des Républicains a été élu hier sur la première circonscription de Haute-Loire avec plus de 61% des voix. Il devance assez nettement son adversaire du Rassemblement national, un candidat parachuté qui avait, il faut bien le dire, créé la surprise au premier tour en talonnant l'ex-maire du Puy-en-Velay. Dimanche dernier, 1900 bulletins seulement les séparaient. Hier, Laurent Wauquiez a pu compter sur un report de voix favorable pour une victoire confortable. Cette campagne des législatives, l'une des plus difficiles de son propre aveu, n'a pas été de tout repos. Bousculé au premier tour, il s'était retrouvé sur une triangulaire inédite pour la Haute-Loire, avant le désistement de la candidate du nouveau Front populaire, qui avait appelé à faire barrage, sans pour autant appeler à voter Laurent Wauquiez. On le sait, la figure de l'homme fort de la droite locale cristallise les tensions chez ses adversaires. Ces derniers jours, l'ancien ministre a réalisé une campagne de terrain, misant sur le local plutôt que sur l'enjeu national. À 49 ans, Laurent Wauquiez va entamer son 4e mandat de député, 20 ans après son entrée à l'Assemblée nationale à la suite de Jacques Barrot. Laurent Wauquiez, on imagine qu'il ne compte pas rester un député parmi d'autres. Oui, la dissolution au lendemain des européennes a clairement accéléré les plans de Laurent Wauquiez. Avec ce siège de député, il entend retrouver une place sur l'échiquier national, lui qui s'était ces dernières années replié sur sa région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, il devrait conduire prochainement le groupe des Républicains au sein de l'Assemblée nationale, qui tentera de faire entendre sa voix dans une droite bien malmenée, plus affaiblie que jamais, notamment avec le départ d'Éric Ciotti. Laurent Wauquiez veut défendre une ligne claire, je cite, sans coalition ni compromission. Son objectif est affiché, préparer le terrain pour ce qu'on appelle déjà dans son entourage la mission Élysée 2027. Merci beaucoup Christophe. La une de l'Éveil de la Haute-Loire, c'est retournement national. Un petit mot sur les scores des Républicains. D'abord, Laurent Wauquiez va prendre la présidence du groupe? Je le présume, on verra, c'est pas à moi d'en décider. Et un mot sur le score d'Éric Ciotti, peut-être. Éric Ciotti, lui, il a été réélu dans sa circonscription. Il peut faire un groupe, il aurait 17 députés. Qu'est-ce que ça va dire de l'avenir des LR? Ça veut dire quand même qu'il y a eu un énorme gâchis, parce que quand on regarde bien, je sais qu'en politique, c'est pas de l'arithmétique, mais nous avons présenté 400 candidats sur 577 circonscriptions. Et quand on regarde en fait le résultat, même s'il peut être en trompe-l'œil,
d'œil, il y a quand même une forme de dynamique. On aurait pu espérer avoir un meilleur score, un nombre de sièges beaucoup plus conséquent si dès lors on était partis unis. Le deuxième point, c'est qu'on sent qu'il y a une recomposition de la droite dite républicaine. On voit Édouard Philippe, Gérald Darmanin se démarquer de la Macronie, on ne peut plus appeler ça la majorité présidentielle. Donc ça donne aussi un espoir d'une recomposition de la droite, et j'appelle également au clivage gauche-droite. Là où je pense vous avez fait d'accord avec vous. Vous avez fait une erreur. On termine sur un point d'accord, mais très rapidement. À mon sens, c'est que le Parti socialiste, avec la campagne de Glucksmann, une très belle campagne où il était à 14%, aurait dû profiter de cette dynamique-là pour proposer des candidats indépendants de la France insoumise. Au premier tour des législatives, on a fait 31%. Et c'est fini, on va regarder ce qui est à la une de la presse régionale, puisque ces législatives, évidemment, elles sont à la une de vos journaux régionaux. Alex nous rejoint. Et Alex, on voit ça tout de suite, votre revue de presse régionale. Alors que retiennent les quotidiens régionaux de ces législatives ? Et à la fin, c'est la gauche qui gagne, titre le journal La Dépêche du Midi. Mais la France, après ces élections, est coupée en 3. Rappelle le journal La Charente Libre. Et maintenant, qui pour gouverner, se demande l'Est républicain. Quelle majorité, quelles alliances, quel Premier ministre? Beaucoup de questions sont posées. En fait, la France est-elle devenue ingouvernable? Titre le journal Paris-Normandie. Alors on va maintenant regarder quelques résultats dans certains territoires, comme la région Nouvelle-Aquitaine, avec le journal Sud-Ouest, une région où le Rassemblement national perd des sièges. Le RN qui, après une poussée en 2022 dans cette région, a perdu des sièges hier soir. Alors un siège perdu en Lot-et-Garonne, un autre siège perdu en Gironde avec la défaite de Grégoire de Fournas. Et puis la gauche fait un carton plein dans ce département de la Gironde. Jean Lassalle, lui, est défait dans son territoire du Béarn. Direction Lille avec le journal Nord-Éclair. Et dans la métropole lilloise, c'est la prime au sortant, sauf pour le RN qui perd encore un siège. 6 députés du camp présidentiel ont été élus, dont Gérald Darmanin et Violette Spielbout. 4 députés du nouveau Front populaire ont été, eux, élus hier soir, dont les insoumis David Guiraud et Hugo Bernalicis. La gauche fait carton plein à Lyon. Oui, le RN, le RN, on le précise, a gagné 2 sièges dans le département du Rhône, ce qui est inédit, mais la gauche rafle tous les sièges à Lyon. La gauche renaît, le RN éclot, titre le Progrès de Lyon, avec une participation très forte dans le Rhône, 70% de participation. Et puis, un autre territoire vire à gauche, c'est la Côte d'Or. C'est à la une du bien public, puisque les habitants de Côte d'Or ont élu 3 députés du Front populaire, un député LR et un député RN. Très rapidement, un mot sur la Corse. Oui, le candidat d'hiver droite, François-Xavier Ceccoli, prend le siège du nationaliste Jean-Félix Acquaviva, mais la poussée du RN est contenue avec les 2 autres députés nationalistes sortants qui ont été réélus, et puis le député Horizon Laurent Marcangeli qui a également été réélu face au RN. Et puis on finit par une remontada à la une de l'Aisne Nouvelle, celle du député sortant LR Julien Dive qui a gagné face au RN à 500 voix près. Merci beaucoup, merci Alex pour cette revue de presse, merci messieurs, merci d'avoir été avec nous pour ce débat, merci à tous de nous avoir suivis. La journée spéciale continue sur les chaînes parlementaires. Je vous donne rendez-vous à 12h30 pour une nouvelle édition spéciale avec LCP Assemblée nationale. À tout à l'heure.